Dans son dernier livre, Chaosmosis, l'extraordinaire philosophe de gauche et schizoanalyste Félix Guattari écrit que notre survie sur cette planète est menacée non seulement par les dommages environnementaux, mais aussi par la dégénérescence du tissu de solidarité sociale et des modes de vie mentale qui doivent littéralement à réinventer. Dans une interview accordée l'année même de la parution du livre, il ajoute « Il y a un problème de repenser la vie sous tous ses aspects. Dans les aspects matériels, dans les aspects sociaux et désincarnés. La pertinence du travail que j'ai réalisé réside dans le fait qu'il s'agit d'une tentative de surmonter les problèmes soulevés par Guattari, d'une refonte impartiale du statut social de l'incel. Donc, pour commencer, tournons-nous vers le film « Classe » d'Ilmar Raag, inspiré des événements survenus le 20 avril 1999 à l'American Columbine School, qui montre la dernière semaine de la vie de deux adolescents estoniens, Casper et Joseph, qui s'est terminée avec une fusillade de masse. Ce qui frappe immédiatement, c'est la non-agressivité des deux jeunes, l'incapacité pendant presque tous les 7 jours de donner aux contrevenants une rebuffade digne, à la mesure de leur impudence. De plus, la non-agressivité de Casper non seulement délie les mains de ses ennemis, mais annule également toutes ses relations avec sa bien-aimée, Thea. Cette dernière s'explique par exemple à travers le livre de la psychanalyste et philosophe slovène Alenka Zupančič, Sexe et être, dans lequel il est écrit qu'un certain degré de violence est impliqué pour que le sexe fonctionne normalement. Point. Et c'est probablement la seule chose dans ce contexte et dans ce livre qui clarifie vraiment quelque chose et avec laquelle je pourrais en fait être en partie d'accord. Parce que, par exemple, l'affirmation de Zupančič selon laquelle, en raison de la prise de conscience de cette violence, de plus en plus de jeunes recherchent des opportunités pour renoncer à la sexualité, me semble, pour le moins, très tiré par les cheveux. Car dire que les incels sont volontairement en abstinence involontaire est tout simplement ridicule. Bien sûr, il est fort possible qu'Alyonka ait eu quelque chose de général en tête lorsqu'elle a mentionné les jeunes et qu'elle ait presque criminellement négligé de clarifier ses pensées. Ou que tout cela réside dans la traduction incorrecte de ses textes. Mais ce qui est clairement compris schizoanalytiquement dans le contexte de l'incomplétude de ses propos, c'est son incapacité à distinguer la violence de l'agressivité. Ce que la gestalt thérapeute française Brigitte Martel ne permet cependant pas dans ses œuvres. Ainsi, dans son livre Gestalt Therapy of Sexuality, elle sépare la violence et l'agressivité et soutient qu'une bonne gestion de l'agressivité est essentielle pour travailler sur la sexualité. Bederigit écrit que la violence est associée à l'impuissance ou à la toute-puissance, à la violation des frontières et à la rupture des liens, tandis que l'agressivité est associée à la force, au respect des limites et au contact. Et si vous examinez la question de l'incélisme, en acceptant, quoiqu'en partie, les vues de Martel, alors il devient évident qu'au moins certains incels, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas des personnes super agressives avec qui personne ne veut même parler, encore moins s'engager dans une sorte de relation, mais au contraire. Ce sont des personnes avec une agressivité réduite ou totalement absente. La sexualité en est imprégnée, comme d'ailleurs de violence. Le rapport de la première et de la seconde dépend apparemment de la société dans laquelle elle se déroule,
et donc une majorité importante de filles, sinon toutes, voyant ou au fond d'une manière ou d'une autre ressentant inconsciemment l'absence de leur lien clé, incel, et n'entrent pas dans des relations sexuelles ou autres, plus amicales, avec eux. C'est pourquoi ils sont rejetés et, pour le dire simplement, on ne leur donne pas de relations sexuelles. Et donc, eux, sans pouvoir développer en eux-mêmes leur agressivité et sans même imaginer que s'ils l'avaient augmentée, cela aurait peut-être changé quelque chose. Ou sans distinguer du tout l'agressivité de la violence, mais comprenant intuitivement au plus profond d'eux-mêmes qu'ils ont besoin pour devenir plus durs. Ils se tournent vers des idéologies d'extrême droite ou vers la violence et, par conséquent, vers les exécutions. Ainsi, l'aide aux incels dans le contexte de ce qui précède peut être apportée en travaillant sur leur agressivité, violence saine, qui, à son tour, peut être formée par un complexe de facteurs tels que l'expérience des relations sociales, le moment de la première expérience sexuelle, présence, absence de maladie mentale, socialisation, acceptation d'une personne dans des groupes, amis, etc. Données externes d'une personne, taille, poids, traits du visage, etc. Exemple d'un père dans la famille. Bien matériel être, environnement social, génétique, aide d'un psychologue, constitution mentale d'une personne. Les incels en Occident sont associés à la droite ou sont de droite, non pas parce qu'un incel est toujours un futur ou actuel droitier, mais parce que la droite offre au moins une certaine issue à leur situation. Ainsi, par exemple, selon un article du New York Times sur Jordan Peterson, il prône le mariage forcé. Sinon, la plupart des filles n'auront que des relations sexuelles et essaieront de fonder une famille avec, à son avis, les hommes les plus attirants, et dans ce dernier cas, personne ne vous rendra heureux, ni des sexes, ni hommes ni femmes. Et ces paroles sont au moins une sorte d'option exprimée, au moins une sorte de plan, quoique peut-être quelque peu douteux, mais exprimé pour surmonter la souffrance presque insupportable qu'engendre l'expérience. Au moins une partie de la gauche occidentale, en réponse à cela, a seulement commencé à créer des mèmes avec des homards, par lesquels on entendait les incels, avec une référence au livre de Peterson, Antidote to Chaos, sans pour autant offrir à ce dernier une voie vraiment possible hors de leur situation et les détourne ainsi de leur pensée politique. En Russie, tout est différent, le thème des incels, contrairement à l'Occident, est devenu plus fermement ancré à gauche. Ceci est cependant quelque peu douteux d'un point de vue schizoanalytique. La théorie du « vaginocapitalisme » d'Alexei Podnebeny est, probablement, une communauté de Telegram plus prometteuse, bien que non schizoanalytique, le premier mouvement incel. Bien sûr, ce n'est pas politique, dans le sens où il rassemble des gens très différents sur l'échiquier politique, mais ce qui est évident, c'est qu'il existe des anarcho-communistes, des anarchistes et probablement même des quasi-léninistes. Et aussi les Deleuze-Guattariens, puisque l'auteur de ce rapport y souscrit également. En général, selon Anti-Oedipe, le chapitre sur la schizoanalyse, faire l'amour ne signifie pas le faire seul ou à plusieurs, mais le faire par centaines de milliers. Et chacun a sa propre variété d'hommes et de femmes. Et par conséquent, la société schizoanalytique, si quelqu'un a des difficultés à trouver son âme sœur, veillera à ce qu'elle, les autres moitiés, apparaissent, afin que les personnes, selon leur diversité de genre, se trouvent et que tout se passe bien pour elles. En d'autres termes, si quelqu'un ressent réellement, par exemple, le besoin d'un assemblage mécanique dont chaque cellule contient un chromosome X inactif,
une partie ovarienne et une partie vagin, afin soit de simplement satisfaire son besoin sexuel, soit de créer une famille. Alors les instituts publics de schizoanalyse élaborent des plans pour que tous ceux qui en ont besoin, indépendamment de la présence ou de l'absence du corps de Barr, réussissent et reprennent vie. Bien entendu, il n'est pas question de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Une société schizoanalytique, débarrassée des diktats du féminisme, du fascisme et d'autres idéologies destructrices d'un point de vue schizoanalytique, sera également débarrassée de quelque chose de similaire au ticket rose de Zamiatine dans le roman « Nous ». Il est fort possible que le déficit de ce qui est désiré, surtout s'il s'agit de la simple satisfaction des besoins sexuels, puisse dans une certaine mesure être compensé par des robots anthropomorphes améliorés grâce au développement de la science, ne se distinguant des humains que dans le processus de en les ouvrant. Et aussi corriger le rapport présence-absence du corps de Barrow lors du développement embryonnaire du fœtus, le bon vieux entraide, quand les gens disent à leur entourage qu'ils sont incels, et que leurs connaissances et amis essaient de leur trouver un partenaire. De plus, et surtout, les agences matrimoniales financées par l'État et gratuites pour les incels qui postulent pourraient jouer un rôle. Ainsi que la légalisation et l'indemnisation hebdomadaire partielle ou totale pour ceux qui ne s'abstiennent pas volontairement pour le coût des services des papillons de nuit. Assistance psychologique et psychiatrique volontaire et gratuite, formations diverses, par exemple sur la socialisation, leur démarginalisation par les médias, la question de la déviolence, des agressions sexuelles, un changement global de l'opinion publique sur les incels. Je voudrais aussi parler un peu de mon expérience personnelle dans l'organisation de l'aide aux abstinences involontaires, de ce qui a déjà été fait, en ce moment. J'ai organisé une chaîne de Telegram, fonds, pour aider les incels du nom Guattari, dont l'appel a été soutenu par les anarcho-primitivistes, ainsi que par les anarcho-punks. À ma demande, mon ami trotskiste du Parti révolutionnaire des travailleurs, un ami social-démocrate du LEV-SD, ainsi que 2 de mes amis coopérateurs anarcho-communistes travaillaient à la recherche d'un couple à ma demande. À ce jour, le résultat souhaité ne s'est pas produit, ce qui, je pense, confirme l'idée de Félix sur la dégénérescence du tissu de solidarité sociale et la nécessité d'une repensation impartiale par chaque personne et par la société dans son ensemble. Dans tous ses aspects, y compris le volet social. Mais la vidéo avec la base incel et la proposition schizoanalytique pour résoudre leurs problèmes sur YouTube a déjà reçu plus de 60 000 vues. Et il y a déjà plus d'1 millier de commentaires, pour la plupart positifs. Certaines personnes suggèrent que les incels et les féministes s'unissent pour résoudre mutuellement leurs problèmes. Il y a du bon sens dans une telle proposition. Car les féministes se plaignent de l'oppression des hommes, qu'ils ne se permettent pas et traitent les femmes avec respect, indique le message. En outre, au moins certaines féministes sont accablées par des idées standards sur la beauté, ce qui suggère encore plus qu'elles et les incels sont sur le même chemin. Mais pourquoi alors l'unification n'a-t-elle pas encore eu lieu? Pourquoi croit-on qu'il se trouve de part et d'autre des barricades? Tout d'abord, je constate qu'il existe plus d'un courant féministe, et qu'ils sont parfois en conflit les uns avec les autres. Il y a le féminisme radical, le féminisme libéral, l'anarcho-féminisme.
le féminisme socialiste, etc. En Russie, à l'heure actuelle, selon mes observations, les radicaux sont parmi les leaders. Comptant plus de 175 000 abonnés sur le seul réseau social VKontakte parmi son plus grand public. Ils adhèrent aux vues extrémistes de destruction totale, de génocide des hommes sur la base du genre. Formés par des représentants tels que Valérie Solance avec son « Manifeste pour la destruction totale des hommes », qui a tenté d'abattre le réalisateur américain Andy Warhol en lui tirant dessus à 3 reprises, dans le ventre avec un pistolet. Ou Andrea Devorkina, du nom de laquelle Paulina Devorkina, 19 ans, a pris son nom de famille, qui a tiré pour la première fois sur son père à Krasnoïarsk en 2022, puis est venu dans un jardin d'enfants après son meurtre dans le but d'y tirer sur tous les garçons. Il est clair que de telles féministes, pas seulement avec les incels, mais en général avec tous les vrais hommes, ne s'uniront pas. Ne serait-ce que parce qu'elles détestent les hommes et que leur objectif final est le génocide des hommes. Ils détestent également les personnes trans et les femmes trans. Comme le disait l'anarchiste et essayiste américain Bob Black dans son texte « Feminism à Fascism », signifiant principalement Radfem, si le féminisme n'existait pas. Les politiciens conservateurs devraient l'inventer. Mais le reste du féminisme n'est pas trop biaisé en faveur des incels. Pourquoi? À mon avis, cela est également dû au fait que tout féminisme, selon Wikipédia, est avant tout un spectre d'idéologie. Un spectre d'attitudes biaisées envers le monde et les gens. C'est aussi pourquoi nous n'entendons pas de cris forts, fondés et constants de la part d'autres féministes contre le Radfem. Contre le fait que le Radfem soit considéré comme du féminisme. Ils n'en parlent pas, alors que cela les concerne directement, du moins parce que cela leur fait de l'ombre. Après tout, le Radfem est aussi considéré comme du féminisme. Il semble qu'ils soient silencieusement d'accord avec ce que font leurs voisins. Contrairement aux communautés incel, où, par exemple, dans le wiki incel, il est écrit directement sur la page principale que les incels n'approuvent ni ne soutiennent la violence. Mais malgré tout ce qui a été écrit ci-dessus sur le féminisme, j'ai personnellement, par expérience, réussi à trouver un langage commun avec des représentants individuels du féminisme socialiste et nous avons convenu que nous devons lutter contre tout féminisme, à l'exception du féminisme socialiste. Et également aider les incels de gauche. Point. Autrement dit, un précédent s'est produit, les féministes et les incels se sont unis, et il est possible d'avancer ensemble. Se respecter mutuellement. Prendre soin les uns des autres, essayer de comprendre et de s'aider. Afin d'éviter ce que Louis Malle montre dans son film « Black Moon » de 1975. À savoir que les femmes se battent contre les hommes, elles exterminent les hommes. Et la schizoanalyse ne fait qu'aider les féministes et les incels à se réunir, déconstruisant non seulement le sexe, mais aussi le genre, le post-genrisme féministe, et révélant l'hypocrisie de l'occidentalisme et la nature éphémère des droits humains. C'est-à-dire repenser une grande partie de ce qui est au cœur des problèmes des incels et du féminisme. Ainsi, nous avons examiné la question de la relation entre les incels et le féminisme. J'ai prouvé avec un précédent que l'unification de certains incels et de certaines féministes sur la base de visions communes du monde est possible. Ensuite, j'aimerais m'attarder plus en détail sur des concepts tels que le genre et la révolution sexuelle dans le contexte des problèmes incels. Si l'on parle de genre,
Alors en psychologie, la notion de genre est réellement apparue en 1955 avec un article du sexologue John Money et a véritablement pris racine dans les sciences humaines, à commencer par l'expérience qu'il a menée un peu plus tard sur un changement de sexe forcé pour le bébé David Reimer. Mais l'expérience elle-même s'est soldée par un échec et a finalement conduit au suicide de ce dernier en 2004. Sans parler du fait que John Money, malgré ses bons objectifs déclarés dans l'expérience avec les frères Reimer, a été accusé par ces derniers de les avoir forcés dès leur plus jeune âge à se faire photographier nus dans des poses sexualisées. Tout cela pose la question de repenser ce concept, éventuellement en le remplaçant par quelque chose de schizoanalytique. Des preuves du déni par Deleuze et Guattari du genre, que certains insistent sur l'existence, et du genre, que d'autres tentent de saisir, peuvent être trouvées, par exemple, dans Anti-Oedipe, où il est dit que la schizoanalyse est une analyse variable de n-genre, en un seul sujet, s'éloignant de l'idée anthropomorphique de sa propre sexualité, imposée par la société et composée par lui-même. Ce qui confirme la possibilité de leur déconstruction en concept schizoanalytique, qui brouille encore davantage l'antagonisme des incels et des féministes. Parlons maintenant de la révolution sexuelle. Le père de la sexologie, l'étude scientifique systématique de la sexualité humaine, Alfred Kinsey, et ses rapports et études tels que le comportement sexuel chez l'homme humain, 1948, et le comportement sexuel chez la femme humaine, 1953, auraient déclenché le comportement sexuel. Révolution des années 1960. Mais ce qui est remarquable, c'est que les recherches de Kinsey ont été parrainées par la Fondation Rockefeller, qui, dans les années 1930, a financé la recherche sur l'eugénisme nazi, même après qu'il soit devenu évident ce que cela signifiait pour les juifs allemands. Ce dernier met en doute l'impartialité de ces recherches. Aussi, comme dans le cas du genre, cela pose la question de la déconstruction de la révolution dite sexuelle, amorcée dans les années 60, et de son caractère pseudo-révolutionnaire. Cela aide également à se demander s'il est temps de poursuivre notre révolution sexuelle, qui a commencé dans les années 20 en URSS, quand on croyait, entre autres, que le besoin sexuel devait trouver sa satisfaction aussi simplement que boire un verre d'eau, seulement maintenant sur les principes schizoanalytiques, et pour commencer, notamment, en aidant l'une des personnes les plus vulnérables sexuellement, les incels.